Bonjour, on reçoit aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale contre les crimes de disparition forcée, un jeune homme qui vient de découvrir la cause, Yann. Bonjour Yann. Bonjour Nejma. Bienvenue sur la radio des Sans-Voix. Merci. Est-ce que tu peux dire à nos auditrices et auditeurs comment tu as découvert cette cause? Par l'intermédiaire de l'ami d'une amie, il y a très peu de temps. Je connaissais cette cause parce que dans les médias, j'en avais entendu parler, notamment les femmes de la place de Mai en Argentine. Mais je ne connaissais pas tous les mouvements qui pouvaient exister à travers le monde et l'ampleur du phénomène de ces disparitions forcées. Et ça, je l'ai découvert grâce aux associations qui se réunissent de manière hebdomadaire et qui, par l'intermédiaire de témoignages, de diffusion de films, sensibilisent, informent et mobilisent contre ces crimes. Très bien. Et donc tu as assisté à un séminaire qui a été organisé par la FEMED sur 2 jours. La première journée c'était hier, le vendredi, avec une projection d'un film, des débats, et aujourd'hui un rassemblement à Stalingrad. Qu'as-tu pensé de l'événement, des débats? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Hier, donc, il y a, comme tu l'as dit, la projection du film, plus les témoignages et les débats qui ont suivi la projection. Évidemment, ce sont des témoignages puissants qui naissent pas indemnes, qui génèrent des émotions, mais qui aussi permettent, c'est ce que je retiens moi, de l'optimisme malgré toute la tristesse qui est évoquée, tous les drames vécus, l'optimisme de gens qui se mobilisent, de gens qui ne lâchent pas, et à travers les décennies. Et c'est plutôt là-dessus, moi, c'est plutôt cette aventure humaine et tout le fait de faire vivre ces gens qui ne sont plus là, ou on ne sait pas d'ailleurs où ils sont, que j'ai envie de retenir parce que là, il y a une beauté derrière ça, il y a un optimisme, et il y a des gens qui se rassemblent et qui dans la douleur construisent des choses belles et positives. Et c'est ça que j'ai envie de retenir. C'est une cause que tu découvres donc? J'en découvre l'ampleur et le fait que ça touche tous les continents, et c'est quelque chose que je méconnaissais totalement en effet, parce que ce sont des crimes qui sont sous-médiatisés tout simplement, voire très pas médiatisés, j'ai l'impression. Je disais, c'est une cause que tu as découvert, qui te touche. Tu penses qu'à l'avenir, comment faire pour sensibiliser sur cette cause, pour qu'il y ait de la mobilisation? Parce que les associations se sont de plus en plus isolées. Je pense surtout aux associations du bassin méditerranéen, vu le contexte politique dans les pays concernés. Elles ont besoin, elles ont besoin de soutien et de mobilisation. Mais comment penses-tu qu'on puisse faire, et notamment pour sensibiliser les jeunes sur ces questions? De mon point de vue, la réponse est assez évidente. Je suis enseignant dans un lycée en Île-de-France, et il me semble que les témoignages, la participation de ces associations, la création de projets avec l'éducation nationale, avec les lycées, avec les collèges, est un bon moyen justement de sensibiliser, d'informer des générations qui pourront plus tard elles aussi transmettre la mémoire, transmettre le combat aussi. Et je vois ça comme étant un outil qui est parfois très peu utilisé, pourtant qui est un outil très puissant et qui peut aussi être nécessaire, parce que en tant qu'enseignant, on a besoin d'intervenants, on a besoin de gens qui viennent. Dans le lycée, on a besoin de sortir nos élèves de l'établissement scolaire, et de se confronter à cette réalité, et à des gens qui vont leur parler de leur réalité, de la réalité de leurs proches, et raconter l'histoire, parfois du pays d'origine de certains de mes élèves, qu'ils méconnaissent totalement d'ailleurs. Très juste. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. En contact, nous sommes souvent plus en contact dans nos pays avec les pays voisins, avec l'Argentine, le Brésil, tous les autres. Et souvent avec, il y a un travail, je ne sais pas si vous avez vu le film hier, un travail journalistique qui est fait. Un journaliste qui peut nous dire une personne fait quelque part, et toujours il y a quelqu'un qui est là pour prendre l'information et la développer par la suite. Et on arrive à trouver ces enfants-là. Donc, je profite pour remercier ces collectifs internationaux des Marocains, Syriens, Irakiens, Algériens, de la Méditerranée, de l'Amérique latine, de tout. Je pense que si nous postons, que si
continuons à être unis, il va falloir peut-être toujours imaginer de nouvelles formes, mais il faut faire entendre, on va arriver à trouver des solutions qui viendront. Plus tôt plus tard, ils vont arriver. Hier, je fais une petite pause quand on parlait des peines adoptrices de Mariana. Quelques années plus tard, la justice l'a rattrapé et lui, il fait perpétuité aujourd'hui. Il n'est plus libre de militer à l'époque de Mariana. Vous voyez qu'il y a des choses qui avancent et qui progressent et j'espère que pour nos amis algériens, Franck Uribayen, qui est logé à Paris depuis 25 ans bientôt, et notre mission, c'est lutter pour les disparus uruguayens pendant la dictature en Uruguay. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan Condor. Le plan Condor, c'est une transnationale de la terreur organisée par les États-Unis d'Amérique et les dictatures qui avaient en Argentine, au Brésil, au Chili, au Paraguay, Bolivie et Uruguay. Il faut rappeler, parce que parfois j'entends pas souvent le dire, en Amérique latine, les États-Unis sont les principaux responsables de ce qui arrive. Ça, il faut se rappeler toujours. Malgré qu'il peut y avoir par moments des gouvernements qui se disent un peu démocratiques, des chiffres et tout ça, c'est une chose, c'est les pays, et l'autre chose, c'est ces pays dans son rapport avec l'étranger et avec le peuple de l'Amérique latine.